RRB, l'invité du matin. Bonjour Nicolas Imbert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de Green Cross France et Territoire. Vous êtes en Calédonie à l'invitation du président du Congrès, Roch Ouamitan, pour quelques jours. Et vous rencontrerez ce soir la population calédonienne pour un débat dont nous allons reparler. Un mot tout d'abord, Nicolas Imbert, sur Green Cross, littéralement la Croix Verte. C'est une organisation non gouvernementale, c'est ça ? Absolument. Green Cross, c'est une association, une organisation non gouvernementale internationale qui a été créée par Mikhaïl Gorbatchev, qui n'était déjà plus président de l'URSS en 1993, suite à Rio 92. Gorbatchev s'était rendu compte que quand on parlait d'urgence écologique, très souvent on arrivait à mobiliser des chefs d'État et des gouvernements de bonne volonté sur l'urgence d'agir, mais on avait un petit peu de mal à relayer ceci au concret des populations. Et pourtant 93, pardonnez-moi Nicolas Imbert, mais l'urgence climatique, le réchauffement climatique, c'était des choses dont on parlait que très très peu. Absolument. La communauté scientifique était particulièrement mobilisée. On avait également un certain nombre de chercheurs, de penseurs. Vous vous souvenez sûrement de la ministre norvégienne Brundtland qui s'était également mobilisée. Mais le débat n'était pas allé dans le grand public et les effets du dérèglement climatique n'étaient pas aussi visibles que maintenant. Et pourtant, Gorbatchev a eu cette idée de se dire les enjeux sociaux ont nécessité au 19e siècle une grande mobilisation et on a vu la Croix-Rouge apparaître. Dans le domaine de l'environnement, il va falloir faire la même chose, d'où la naissance de la Croix verte de l'environnement, ce nom de Green Cross et cette idée de mobiliser, de partager les expériences d'une manière internationale et de se dire que parce qu'on avait des bénévoles, parce qu'on avait des experts qui étaient mobilisés sur le terrain et qui voyaient ce qui se passait et comment agir, on devait être plus crédible pour porter des plaidoyers à l'échelle internationale qui ne soient pas que des constats, mais qui soient porteurs de pistes de solutions. Vous le disiez, Mikhaïl Gorbatchev disait on est capable de mobiliser les grands de ce monde pour parler de certains sujets, notamment de l'écologie, mais il en ressortait peut-être pas forcément des choses très concrètes. Est-ce que finalement les choses ont évolué aujourd'hui, parce qu'on nous a beaucoup parlé de la COP21, de l'accord de Paris, etc., mais très concrètement, on a le sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose en face. Les choses ont évolué de deux côtés. Le premier côté, c'est dans la perception du constat et dans les engagements, la part du fardeau et de la feuille de route qu'il revient à chacun. On sait quoi faire et l'accord de Paris a déterminé, à travers sa trajectoire et sa feuille de route, une contribution pour chacune et pour chacun. Ensuite, du côté des solutions, on a des pistes de solutions qui sont bien plus larges aujourd'hui que demain. Si, par exemple, on a envie, à un instant donné, d'atteindre l'autonomie énergétique, d'avoir une production énergétique qui soit neutre en carbone et respectueuse des écosystèmes, on a les technologies à disposition, on a des retours d'expérience avec un certain nombre de territoires qui ont fait ceci, et on a les moyens technologiques, humains, en termes d'accompagnement pour agir. Ce qu'on a entendu aussi, qui avant était une petite mélodie, une résonance de plus en plus sourde et qui est très forte depuis septembre 2019 et cette semaine pour le climat qui a eu lieu lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est Greta Thunberg et surtout des centaines de milliers, voire des millions de jeunes pour le climat, qui répètent systématiquement l'urgence d'agir, qu'on parle de l'avenir des jeunes générations aujourd'hui sur les territoires où ils se trouvent et pas du tout de futur à 20, à 50 ou à 100 ans, comme on pensait encore que ça allait être le cas. Et c'est aussi que du côté des entreprises, des acteurs privés, des acteurs du territoire, il y a un passage à l'action qui est extrêmement fort. Ça se résume en deux mots. Le temps des rapports et le temps des constats est terminé avec le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, sur l'océan. On sait maintenant ce qu'il faut faire, pourquoi et dans quelle séquence. Par contre, le temps de l'action a d'ores et déjà commencé, mais on est trop lent. Il faut changer de vitesse. Il faut changer aussi notre manière de voir les différentes priorités. Et quel est le rôle de Green Cross dans tout cela ? C'est un rôle de conseil finalement ? Vous êtes des facilitateurs ? Comment vous voyez les choses ? On met le sujet sur la table. On met le sujet
en débat. Ça n'aurait aucun sens si on vient avec une vérité préétablie ou quelque chose qui a été conçu ailleurs. Et c'est pour ça qu'on est très fiers ce soir d'être dans la Maison du Peuple et d'aller via le Congrès à la rencontre des citoyennes et des citoyens. On va proposer des pistes de solutions, regarder ce qui s'est fait ailleurs, mettre en évidence des sujets qui ont marché, mais aussi les difficultés de mise en place. Et puis ensuite, il appartiendra au territoire, il appartiendra à chacune et à chacun qui se mobilise ici de faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie ait les réponses qui lui correspondent vis-à-vis de cette urgence environnementale. Alors ce soir, vous animez donc une conférence débat au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, 18h à 20h. Le thème, transformation écologique de la Nouvelle-Calédonie et perspectives de coopération régionale et internationale. C'est quoi la transformation écologique pour la Nouvelle-Calédonie ? La Nouvelle-Calédonie a une place de choix dans le Pacifique Sud. On connaît tous les merveilles du parc marin de la mer de Corail et certains ont vu dans la classification du parc l'aboutissement d'un processus, alors que c'est le début d'un processus de préservation qui va prendre des dizaines et des centaines d'années et qui permettra de travailler sur une économie bleue respectueuse de la planète. On a un deuxième sujet qui est qu'une phase de prospérité sans précédent a été construite autour du nickel et qu'aujourd'hui, le modèle de production de l'industrie extractive doit trouver un second souffle, en particulier en Nouvelle-Calédonie, pour être un modèle beaucoup plus respectueux des écosystèmes, beaucoup plus intégré. Au niveau international, des principes clés pour une extraction minière responsable ont été édités par l'OCDE en collaboration avec les Nations Unies. Il nous appartient d'arriver à trouver comment ils s'articulent sur le terrain. C'est vrai dans les pays en développement, mais c'est encore plus vrai, c'est un enjeu encore plus global sur la Nouvelle-Calédonie. Sur la transition énergétique, on se rend compte aujourd'hui que les modes de production et de consommation d'énergie sur le territoire sont fortement datés, voire anachroniques par rapport à ce qui est en train de se passer et qu'il s'agit de construire une feuille de route pour aujourd'hui et pour demain, et que c'est avec des solutions les plus à la pointe que la Calédonie arrivera à être à l'avant-garde, parce que de par son positionnement, de par son historique, de par son réseau social, il faut forcément être innovant, être inspirant et être un bel exemple pour le Pacifique Sud. Si on commence à regarder et à chercher en concurrence avec le moins-disant environnemental ou avec le moins-disant social, on va toujours trouver plus pauvre et plus aux abois que soi. Et donc, dans ce cas-là, c'est un modèle qui nous semble pas être le bon modèle pour le développement de la Calédonie. À vous écouter, Nicolas Imbert, on a le sentiment que vous nous dites que la Calédonie est une sorte de tournant, j'allais dire. L'objectif, c'est de ne pas rater le virage, si je peux me permettre l'expression. On est déjà un petit peu tard et le virage, on le voit franchement en face de soi. L'objectif, effectivement, de ne pas le rater est un impératif de résilience pour être toujours en course à la sortie du virage. Si en plus on peut le travailler dans les meilleures conditions et si on peut faire en sorte que la manière dont ce virage est négocié soit quelque chose d'inspirant pour le Vanuatu, soit quelque chose qui mène à montrer à Fidji que eux sont sur une trajectoire, qu'il y a d'autres trajectoires qui sont possibles et qu'on est tous ensemble dans la capacité à négocier ce virage, c'est essentiel. Il y a autre chose que j'entends, c'est de faire en sorte qu'en Nouvelle-Calédonie même, on se rende compte qu'on est tous sur le même bateau, que effectivement, je ne ferai pas le parallèle avec toutes les activités et les championnats de pirogue qui ont eu lieu ce week-end et qui étaient particulièrement inspirants, mais il y a cette culture du peuple de la pirogue et d'arriver à tenir la distance et à y aller dans les meilleures conditions. On va composer avec les éléments, on va composer avec une situation économique qui n'est pas facile, mais il s'agit de faire en sorte que personne ne soit au bord du chemin, ni avant, ni pendant, ni après. Pendant des années, Nicolas Imbert, on a mis peut-être en confrontation, je ne sais pas si le mot est le bon, mais écologie et industrie et profit. On a le sentiment à vous écouter qu'on peut faire se rejoindre ces deux choses-là ? Non seulement on le peut, mais on le doit.
Mais c'est possible ? Au niveau international, j'étais donc à New York pour la semaine du climat fin septembre. J'ai entendu Paul Polman, l'ancien président d'Unilever et l'un des plus gros industriels de la planète, qui nous dit face à l'urgence climatique, non seulement il faut changer de braquet, non seulement il faut changer de méthode, mais les entreprises qui vont arriver à se développer sont celles qui ont compris avant les autres comment passer le virage de la transition écologique. C'est une question de sécurité des investissements. Parce que si le climat est déréglé, si l'outil productif est mis à mal, si l'accès à l'énergie n'est pas de bonne qualité, on ne pourra plus produire. C'est aussi une question de retravailler sur ce qu'on appelle l'imaginaire de la production et de la consommation, faire en sorte de ne pas vendre encore plus de plastique jetable, encore plus d'objets dont on n'a pas forcément l'utilité, mais de retravailler sur la fonctionnalité. Et là, les savoir-faire traditionnels autour de l'économie circulaire ont des points à marquer. Et puis, c'est aussi une question vis-à-vis de cet océan et de cette économie bleue dont certains y voient le mythe d'une croissance qui n'existe plus aujourd'hui, de retravailler sur la prospérité, de retravailler sur le bien vivre, de retravailler sur la santé environnementale et de la monétiser, et de sortir des dogmes idéologiques pour être dans une économie du concret, dans une économie étayée et dans une économie où on est capable d'investir raisonnablement pour préparer le futur dont on a envie. Un dernier mot, Nicolas Imbert. Qu'est-ce que vous attendez de la conférence débat de ce soir au Congrès de la Nouvelle-Calédonie ? La première chose que j'en attends personnellement, c'est d'avoir un espace de débat et un espace où on se donne le temps d'échanger, où on va parler peut-être de choses très très concrètes autour de l'agriculture, de l'alimentation, de la permaculture, des labels, de la pêche, où on va pouvoir aussi reparler d'enjeux dont on parle trop peu à hauteur d'humain. Je pense à la sécurité, je pense à la sûreté, à la manière dont la zone économique exclusive est gérée, est surveillée, etc. De parler des enjeux de priorité de financement, des orientations budgétaires, de tout le travail qui a été fait par les associations de terrain et qui est absolument formidable. Donc cette mise en débat, et puis qu'il puisse en émerger quelques propositions concrètes, quelques feuilles de route, que éventuellement on soit étonné de voir la question de la maturité par rapport à la transformation énergétique, ce que certains ont fait, ce qui est appelé, et de se dire il n'y a pas uniquement une question de prix, mais on est vraiment en train de parler de quel futur on se construit. La Nouvelle-Calédonie a énormément d'enjeux sur 2020 où elle sera à l'avant-garde de la scène internationale. Je pense au One Planet Summit Pacifique qui se tiendra vraisemblablement pas loin en Polynésie. Je pense aussi fin avril à cette conférence mondiale sur la biodiversité qui va se tenir à la CPS en Svata et qui va avoir des jalons absolument essentiels pour préparer la prochaine conférence sur la biodiversité qui se tiendra en septembre à Pékin et qui aura une portée extrêmement importante sur la biodiversité mondiale. C'est maintenant qu'il faut agir. Et pour ce soir, si effectivement on voit émerger non seulement un dialogue d'une extrêmement grande qualité, des propositions, et puis peut-être le retour en expérience de tous ceux qui sont des changemakers, des acteurs du quotidien de la transformation, ça sera une belle réussite. On est dans ces locaux du Congrès, dans cette maison du peuple qui est particulièrement importante parce qu'elle représente le peuple calédonien dans toute sa diversité et dans toute sa complémentarité. Faisons-en quelque chose, et c'est essentiel. Soyons dans une logique où les paroles se transforment en engagement et en actes, et peut-être que les résultats de ce soir vont permettre aussi aux membres du Congrès, et ils seront nombreux qui participeront à la conférence, au débat et aux échanges, de se saisir encore plus des sujets qui sont essentiels. Vous m'avez donné la parole tout à l'heure sur cette question de consolidation de l'économie et de l'écologie. C'est très vrai et c'est vrai partout dans le monde. J'espère sincèrement que le message reviendra comme tel et que quand on parle des orientations budgétaires, ça soit une clé de lecture et d'action essentielle. La transformation écologique, quelle perspective pour la Nouvelle-Calédonie? Les rendez-vous du Congrès ce soir de 18h à 20h au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup Nicolas Imbert d'avoir été avec nous ce matin. Merci et belle journée.